reconnaître que la contrainte, c'est l'absence de cadre juridique aujourd'hui. Il y a un cadre politique, un cadre institutionnel avec un ministère, avec les différents programmes de lutte contre la pauvreté, le PSE, ainsi de suite. Mais le cadre juridique est le parent pauvre. Il n'y a pas de cadre qui définit l'économie sociale et solidaire, les différents acteurs, les modes de financement, ainsi de suite. Il n'y a pas ce cadre-là et le plaidoyer va dans le sens de ce cadre-là. Donc c'est la principale contrainte d'abord. Maintenant, il y a d'autres contraintes qui vont dans le sens de la fiscalisation, de l'impôt, qui vont dans les modes de financement et l'accès aussi au marché public aussi, qui sont des contraintes que les entreprises de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui font face. Le plaidoyer, il est porté par tout le monde. Il y a d'abord les institutionnels, le gouvernement, ainsi de suite, mais il y a la société civile. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi portent ce plaidoyer pour qu'on aille vers cette reconnaissance-là. Ici, il y a toutes ces organisations-là qui tournent autour du secteur informel aussi, qui sont une part importante de l'économie sociale et solidaire. Et le plaidoyer, il est porté par les associations, les fondations, ainsi de suite, pour qu'on aille vers cette reconnaissance-là. L'épargne collectée par la microfinance, les SFD, les mutuelles comme on les appelle communément, il leur faut bien financer les besoins de la population, donc ils sont obligés eux aussi d'aller emprunter auprès des banques. Et donc, c'est ça qui explique que les taux de financement peuvent paraître élevés, mais ils ne reflètent que le coût de leur propre financement. Et l'appel qui a été lancé, c'est qu'on puisse leur permettre d'accéder à des ressources, à des taux abordables pour pouvoir prêter à la population à des taux abordables. Et qu'est-ce qui explique le faible taux de bancarisation? Bancarisation au sens strict côté banque, évidemment, la banque a des objectifs qui ne sont pas forcément une clientèle qui n'est pas très dotée en moyens financiers. Mais si vous prenez le taux de bancarisation au sens large, comprenant les institutions de microfinance qui ont contribué environ à un peu plus de 35% de Sénégalais adultes sont clients d'une institution de microfinance. Vous y ajoutez ceux qui détiennent des portefeuilles de monnaie électronique, vous avez encore à peu près 30%. Et quand vous mettez tout ensemble, donc avec le taux strict qui est le taux de ceux qui ont un compte bancaire ou un compte à la poste qui fait moins de 20%, vous avez au Sénégal un taux qui approche les 80%, si on enlève les doubles emplois. Donc le taux de bancarisation strict, donc banque, est faible. Mais l'économie sociale et solidaire, ce ne sera pas par les banques, ce sera forcément d'abord par les institutions de microfinance et la finance digitale. Et au niveau de la finance digitale, donc tout ce qui est innovation financière qui peut permettre de financer à moindre coût et rapidement des gens qui ont des besoins qui ne sont pas très élevés, notamment ce qu'on appelle les nanocrédits, notamment ce qu'on appelle le crédit digital. Les banques, on y comptera pour l'économie sociale et solidaire qu'à travers le financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries pour lesquelles la Banque centrale a lancé une initiative. Ça, c'est du côté des banques, mais surtout, 97% des entreprises du Sénégal étant du secteur informel, il faut essayer de les sortir de ce secteur à travers le financement des PME, PMI, et celles qui sont des très petites entreprises, le faire à travers les financements innovants. Au Maroc. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de partager au sein du panel un sujet sur la réglementation de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Alors, comme vous le savez, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui a démontré son importance. Il est devenu un secteur incontournable sur le continent africain et donc il a été légitime de le reconsidérer et de lui dédier donc un substrat juridique pour une meilleure reconnaissance et une meilleure représentation et un meilleur référentiel juridique pour l'économie sociale et solidaire pour qu'il prenne
prenne sa place dans l'échiquier économique de tous les pays. Alors, notre expérience marocaine pour l'élaboration du projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire, il date de 2016 et il a été fondé donc sur une approche participative qui a rallié l'ensemble des parties prenantes pour des concertations autour de l'identification, de la représentation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des obligations et aussi des droits, ainsi que des mesures incitatives que la politique publique en matière de l'économie sociale et solidaire, elle pourra donc être vue dans la globalité de l'économie sociale et solidaire pour rendre cette économie une part entière dans l'économie globale du pays, vu qu'il participe pleinement à la création de richesses, à la réduction des inégalités, à l'inclusion sociale et puis donc à éradiquer bien évidemment les inégalités qui soient sociales ou spatiales. Alors, comme je l'ai donc présenté, c'est un projet de loi cadre qui a été stipulé sur pas mal donc, de parties. D'abord, c'est l'identification, c'est-à-dire d'identifier et de donner une définition globale pour l'économie sociale et solidaire, dont on a capitalisé certains requis pour les pays qui ont donc tracé leur élan en matière d'exercice de l'économie sociale et solidaire, en faisant un benchmark international, aussi en révélant l'expérience et le savoir-faire des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est arrivé donc à mettre en place une définition adéquate pour l'économie sociale et solidaire au Maroc. Et puis, on a donc identifié lesquels des acteurs, comme on a donc dédié une définition de ce que c'est que les acteurs qui appartiennent au champ de l'économie sociale et solidaire. Après, on a donc décliné l'ensemble des mécanismes de gouvernance, de représentativité aussi donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble des droits ainsi que les mécanismes de facilitation de l'exercice des activités des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, il faudra ajouter que parmi les objectifs en principe de ce projet de loi cadre, notamment et principalement donc d'abord la reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire en tant que partie prenante dans l'économie nationale du pays, et puis donc de la reconsidération en tant que partie qui participe à l'entrepreneuriat, donc à générer donc des profits, à participer donc à l'essor de développement à l'échelle nationale du pays. Alors il faut dire que face à ça, il faudra donc mettre en place tout un mécanisme de facilitation, de promotion pour l'exercice des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cas, donc, l'ensemble des mesures ont été donc projetées dans le cadre de ce projet de loi cadre, à savoir tous les mécanismes qui facilitent la promotion et la commercialisation, via la participation par exemple des salons événementiels comme celui donc là où on se retrouve aujourd'hui. Il y a tous les mécanismes de promotion de la formation allant de l'insertion des valeurs et principes de ce genre d'entrepreneuriat dans le cursus éducatif, et puis la mise en place des masters dans les universités, des licences de formation, et l'intégrer profondément dans la recherche-développement pour mieux rejaillir donc l'aspect innovation sociale dans ce genre d'exercice. Il y a la mise en place des incubateurs et l'ensemble en principe de mesures préconisées dans ce genre du volet formation. Il y a le volet financement sur lesquels donc puisque donc la viabilité ne pourra être réalisée qu'à travers donc des mécanismes adéquats de financement, c'est ça qui assure donc à
l'entrepreneuriat d'assurer leur pérennisation. Un volet donc, qui a été dédié, c'est celui de mettre en exergue un fonds dédié pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et face à ça, il y a d'autres mécanismes d'insertion, des lignes directrices dans les banques, d'autres mécanismes tels que le crowdfunding, tels que l'inclusion financière et pas mal donc, de mécanismes qui seront sollicités dans ce genre de projet de loi cadre. Il y a l'aspect donc fiscalité qui a été évoqué et il y a aussi tout l'aspect gouvernance via donc, la représentativité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc tout ceci, donc l'ensemble des parties qui constituent la chaîne de valeur pour donc mettre en place un environnement adéquat et propice à l'exercice de l'entrepreneuriat social, entre autres aussi l'entrepreneuriat des coopératives, associations et mutuelles qui sont reconnues de droit de l'économie sociale et solidaire. Et il faut dire que tout ceci donnera donc une assiette et un substrat juridique convenable à l'épanouissement de ce genre d'économie sociale et solidaire et de le placer dans l'échiquier économique du pays.